Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert. Le 28 février est consacré à Wes Anderson. Wes Anderson, pourquoi? Parce qu'évidemment, son dernier film, Grand Budapest Hotel, sortira le mercredi 26 février. Alors, Wes Anderson, c'est un cas qui est assez passionnant à la fois dans le cinéma américain et dans le cinéma indépendant américain. C'est quelqu'un, généralement, quand on aime un film de Wes Anderson, on les aime à peu près tous, et quand on n'aime pas un de ses films, on n'en aime aucun. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un univers qui est extrêmement cohérent, qui est stylistiquement et visuellement très 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 marqué. Le cinéma de Wes Anderson, on le reconnaît parce que ses détracteurs disent que c'est un cinéma un peu, on pourrait dire, un peu trop visuel, trop maniéré, un cinéma de la maison de poupée où tout a l'air extraordinairement bien placé, un peu rigide. Et le cinéma de Wes Anderson, depuis ses débuts, Bottle Rocket, qui est son tout premier film, jusqu'à ce dernier Grand Budapest Hotel, en fait, est un cinéma qui se reconnaît. On a presque le sentiment que c'est reprise et variation à partir toujours en gros d'une même structure. Alors Wes Anderson, c'est un cinéaste qui est absolument passionnant, puisque c'est sans doute depuis une vingtaine d'années l'un des cinéastes, et pas seulement américains, qui a réussi à imposer un univers, on pourrait dire stylistique, visuel et même thématique extrêmement fort. C'est quelqu'un qui a toujours tourné avec une même bande d'acteurs, et au fil des films, cette bande elle grossit. Alors il y a les fidèles de la première heure, les frères Wilson, Jason Schwartzman par exemple, Angelica Houston. C'est Wes Anderson qui a remis en selle Bill Murray qui était un peu au creux de la vague, et celui qui va aller le chercher pour tourner notamment La Vie aquatique en 2001, son troisième film, pardon. Donc Bill Murray, qui est une forme, à mon avis, qui est le personnage, on pourrait dire andersonien typique, une sorte de personnage à la fois sorti du burlesque, un peu fatigué, un peu mélancolique. Alors, Wes Anderson, c'est quelqu'un en fait qui va débuter. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que c'est pas du tout quelqu'un qui a fait une école de cinéma. Il a une licence de philosophie, mais c'est un pur autodidacte. Et puis un jour, il va faire un petit court métrage d'études qui s'appelle Bottle Rocket. Bottle Rocket, ça raconte une histoire. Il y a déjà les frères Wilson dans ce film, finalement de gamins qui se prennent façon Bugsy Malone, si on veut, pour des gangsters. Et donc c'est un film qui est fait avec 3 francs 6 sous, on peut dire. Et puis lorsque le film va sortir, succès public nullissime, par contre succès critique important, et notamment grâce à Martin Scorsese, qui lorsque il va découvrir ce film, va écrire un éditorial dans une revue américaine, défendant et prenant le parti de ce film, et disant même que c'est sans doute un des 10 meilleurs films américains de l'année 96. On pourrait presque dire que le patronage de Scorsese va lancer la carrière de Wes Anderson. Dès Rushmore, son deuxième film, qui raconte une sorte de triangle amoureux entre un petit génie, son mentor qui est un professeur joué par Bill Murray, et une jeune femme, et ensuite La Vie aquatique, le système Anderson est en place. Alors, ce qui est fascinant avec les films de Wes Anderson, me semble-t-il, c'est que on pourrait dire qu'il se situe à la pointe extrême de ce que pourrait être une sorte de burlesque contemporain. On voit bien que c'est un cinéma qui emprunte à la fois, on pourrait dire, à Jerry Lewis, à Buster Keaton, à Black Edwards, à The Party, à cette grande tradition, si vous voulez, du burlesque. C'est un burlesque plutôt dépressif, un peu mélancolique. Il y a des moments extrêmement violents dans les films de Wes Anderson. Il y a des suicides, on parle de dépression, la question de la filiation douloureuse est quelque chose d'obsessionnel. Les pères n'occupent jamais leur place. Le fameux Royal Tenenbaum joué par Gene Hackman dans La Famille, et l'archétype du patriarche chez Wes Anderson, et ça c'est quelque chose qui est typique du cinéma d'Anderson, c'est qu'on peut dire qu'il y a d'un côté des adultes qui peinent à occuper leur place, qui se comportent comme des enfants, et en même temps on a des enfants ou des adolescents qui se comportent eux comme des adultes, ou plutôt qui caricaturent ou qui singent les adultes. La famille est toujours un modèle qui est au bord de l'explosion chez Wes Anderson, ce qui fait qu'on a chez Wes Anderson des familles dysfonctionnelles et toujours des attelages un peu bizarres, comme si la famille ne fonctionnait pas. Il fallait quand même malgré tout retrouver une forme de bande. La bande est très importante chez Wes Anderson, à la fois la bande de techniciens, d'acteurs, mais aussi la bande devant la caméra. Donc, ce qui fait que La Vie aquatique, par exemple, tout ce petit monde dans le bathyscaphe de Steve Zissou, une sorte de commandant Cousteau un peu goguenard, si on veut, cette bande-là, elle est typique de la bande chez Wes Anderson. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de famille, donc on va tenter de recomposer, bon an, mal an, avec ce qu'on peut trouver, avec des gens qui sont là, une sorte d'attelage, un peu étrange, autour d'une même idée, ou d'un même projet, ou d'un même lieu, etc. Ensuite, c'est un cinéma qui est un cinéma de la bulle. Ce qui est quelque chose d'extrêmement moderne aussi. On le remarque à la façon dont on filme Wes Anderson. Il aime enfermer ses personnages dans des cadres, dans des plans, dans des petites pièces, dans des maisons de poupées. On a le sentiment qu'il y a un effet de surcadrage permanent chez Wes Anderson. Et tout le problème pour ces personnages, c'est d'arriver à sortir de ces petites cases. Ensuite, il y a quelque chose qui me semble caractéristique aussi chez lui, c'est
On a parlé du burlesque, une forme de burlesque très moderne, cette idée que on se poursuit mais ça ne sert plus à rien. Il y a un mélange entre la dépression et une espèce de suraction inutile. Mais il y a aussi une inscription dans le cinéma américain des années 70, et je pense que c'est sans doute une des matrices importantes du cinéma de Wes Anderson. Souvenons-nous dans Rushmore, le personnage principal s'amuse à rejouer sur scène des séquences de Serpico ou des Vietnam movies de l'époque. Toute sa bande-son des Kings, les Rolling Stones est totalement ancrée dans les années 70. Et Wes Anderson l'a souvent dit, un des cinéastes qu'il admire le plus, c'est Peter Bogdanovich. Et What's Up Doc, par exemple, Quoi de neuf Docteur, ce film qui date de 74, ou bien Et tout le monde riait, ce film qui date de 79, sont des films qui ont compté cette de comique un peu élégant, un peu raffiné, on pourrait dire sophistiqué, quelque chose qui a compté pour Wes Anderson. Et tout son cinéma, on pourrait dire, est une forme de reprise au sens couturier du terme, de la ligne des années 70. Et moi, je pense qu'il y a sans doute un film qui est très important pour comprendre Wes Anderson, et un personnage, c'est le personnage joué par Dustin Hoffman dans Le Lauréat, Benjamin Braddock, dans ce film de Mike Nichols en 67. On pourrait dire que ce personnage, dans sa bulle, dans son aquarium, qui est confronté à un monde extérieur qui lui fait peur, et un modèle même que lui rejette, et à mon avis, une des matrices du cinéma de Wes Anderson. Donc voilà, on va consacrer cette émission à Wes Anderson à l'occasion de la sortie de son dernier film, Grand Budapest Hotel.